Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, vers la mise en place du CNT, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a échangé ce mercredi avec les acteurs concernés. Au menu de cette rencontre, expliquer aux structures éligibles à cet organe le contenu du communiqué du 5 novembre 2021. À la direction générale de la police nationale, le premier Abdelmalik Koné a pris fonction ce mercredi. Il remplace à ce poste l'inspecteur général de police Ansouman Kamara Bafoué. Le nouveau directeur général de la police s'est engagé à faire de la sécurité des populations et de leurs biens sa priorité. Dans la rubrique Notre angle de ce mercredi, nous nous rendrons dans la sous-préfecture de Kamsar à la découverte des acteurs de la pêche artisanale. Ces pêcheurs peinent aujourd'hui à s'en sortir et souhaitent l'appui des autorités pour la conservation de leur capture. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal avec cette brève. Dans un décret rendu public ce mercredi soir sur la télévision nationale, Fana Souma, présentateur de journal télévisé, a été nommé directeur général de la RTG par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Il remplace à ce poste Sekouba Savané. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, la réunion de partage d'informations avec les acteurs de la transition et le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'est tenue ce mercredi à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'objectif de cette rencontre était d'expliquer davantage le contenu du communiqué du 5 novembre 2021 devant permettre à ces structures d'être éligibles au CNT. C'est un compte rendu signé Antoinette Dédé Onivogui Abdoulaye. C'est le secrétaire général du ministère de l'Administration du Territoire qui s'est attelé à cet exercice. Celui d'expliquer tour à tour aux différentes organisations les critères d'éligibilité au CNT. Les dossiers individuels des personnes désignées et ceux de leur structure d'appartenance feront l'objet d'études pour leur conformité à la charte de la transition et aux différents textes de loi. Ces critères, les participants les trouvent très exigeants. Même, n'est-ce pas, la présidentielle que moi j'ai participé, on ne nous a pas demandé autant de dossiers. S'il faut déposer un casier judiciaire, il faut aller sur, là où tu es né. Donc ça, c'est des situations, mais nous estimons qu'il reste vraiment figé sur les procédures. Au cours de cette même rencontre, les syndicalistes ont mis à nu les divergences au sein de leur mouvement quant à la désignation de leurs représentants au CNT. Nous sommes tous mus par la volonté, n'est-ce pas, de produire un travail inclusif, mais au fond, ça ne va pas. C'est une incompréhension. Les guéguerres qui caractérisent toujours le mouvement syndical, c'est une honte. C'est les centrales syndicales qu'on a invitées autour de la table pour échanger comment choisir les membres qui doivent siéger au niveau du Conseil national de transition. La rencontre s'est poursuivie avec toutes les structures concernées par le décret et la date butoir du dépôt des dossiers est prévue le 25 novembre 2021. Comme vous avez pu le constater, le ministre Mody Kondi a brillé de par son absence lors de cette rencontre d'urgence annoncée par son ministère. Une absence diversement appréciée par certains acteurs politiques. Ils sont au micro d'Antoinette Dédé Onivogui Abdoulaye Kamara. Et puis, d'abord, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas pu quand même se libérer pour venir nous rencontrer. Il a envoyé que son secrétaire général. Ça déjà, ça prouve que le ministère n'a pas de respect pour la classe politique. Donc, vous voyez, depuis que cette affaire a commencé, la transition, on trouve que vraiment les partis politiques n'ont pas respecté beaucoup dans cette affaire. Peut-être qu'il a un agenda chargé, mais je pense qu'il aurait fait le pas, puisque c'est la première rencontre officielle avec les partis politiques et avec les autres secteurs de la société. Donc ça aurait été une meilleure approche, surtout symbolique, pour se présenter et puis pour créer, disons, un climat de confiance et de partage.
Dans l'actualité également, nommé la nuit dernière, le nouveau directeur général de la police nationale a pris fonction ce mercredi. Le commissaire principal, Malik Koné, s'est engagé à donner du sang neuf à la police nationale et de faire de la sécurité des populations et de leurs biens sa priorité. La cérémonie de passation a eu lieu dans l'enceinte du département de la sécurité et de la protection civile devant sa hiérarchie. André Mossier-Milmono et Alouba pour les détails. Jusque-là, directeur général de la police nationale, le général Ansouman Kamara Bafoué passe le témoin au commissaire principal de police Malik Koné. Le directeur général sortant s'est d'abord félicité des loyaux services rendus à la nation avant d'inviter ses anciens collaborateurs à accompagner son successeur dans ses fonctions. Si certains pensent que je suis affecté, je suis dérangé, je vous mets en garde et de vous dire de ne pas vous inquiéter, je suis déjà préparé. Je vous recommande de vous mettre à la disposition du nouveau directeur général. Le tout nouveau directeur général de la police nationale, quant à lui, s'est engagé à assainir la police nationale. Il a également exprimé son souhait de faire de la sécurité des populations et de leurs biens son cheval de bataille. Je compte réconcilier et instaurer la confiance entre la police et la population guinéenne. Il est important que nos citoyens se sentent en sécurité au quotidien. Ma priorité ira dans ce sens-là. La professionnalisation des policiers sera également pour moi une des priorités. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, dans son discours, a rendu hommage au directeur général sortant et à son successeur de ne ménager aucun effort dans la réforme de la police nationale. Beaucoup de choses et beaucoup d'actions ont été menées. Mais il reste encore beaucoup à faire. Donc c'est ce chantier qui vous attend. Suspendu de ses fonctions de directeur de la police judiciaire le 13 octobre 2020 pour faute lourde, Abdoul Malik Koné tient désormais les rênes de la direction générale de la police nationale et devra conjuguer avec les ambitions de changement exprimées par la junte au pouvoir. Le ministre du Budget donne des instructions au cadre de son département ce mercredi. Moussa Sissé s'est adressé au directeur national des systèmes informatiques de son département et au directeur national du budget. Le ministre a écouté ses collaborateurs, mais aussi a insisté sur le travail d'équipe afin de réussir la mission qui lui a été confiée par le président de la transition. Reportage Mamoudou Bouler Diallo et Ousmane Sissé. Tour à tour, les directeurs rencontrés ont expliqué la spécificité de leurs prérogatives. Ils ont écouté les instructions du ministre du Budget et s'engagent à les appliquer à la lettre. Pour un budget plus sincère, plus crédible et un budget qui soit à la disposition des populations, un budget qui puisse améliorer les conditions de vie des Guinéens. La dématérialisation de l'administration est l'un des moyens préconisés pour combattre la corruption et accroître l'économie nationale. Là-dessus, le ministre accorde du crédit. Là où je vous parle, toutes les entreprises font la déclaration en ligne, ils font le paiement en ligne. On a mis en place également une application d'alerte qui permet à toutes les entreprises d'avoir une notification par SMS et par mail à temps réel dès que le budget est exécuté par les DAF. Tous les ministres seront informés à temps réel par rapport à l'état d'exécution de leur budget. L'outil pour l'archivage est également disponible au ministère des Finances. L'atteinte des objectifs demande une interopérabilité, explique le ministre. Les différentes directions doivent communiquer pour une synergie d'action, insiste-t-il. Il faut que pour une fois, la République de Guinée ait un budget sincère qui traduise la volonté politique et les orientations politiques fixées par le président du CNRD, traduites par le Premier ministre chef du gouvernement et au niveau de tous les membres du gouvernement. Ce travail de la sincérité du budget commence maintenant et il va se poursuivre tout au long de la préparation du processus de préparation et d'exécution du budget. Les attentes sont énormes et les nouvelles autorités disent être conscientes. Le ministre Moussa Sissé se montrera intraitable sur la préparation et l'exécution du budget, prévient-il. Et de l'autre côté, le ministère de la Santé à travers l'Institut national de santé publique vient de bénéficier de matériel de dernière génération pour combattre les maladies contagieuses. Le don est obtenu dans le cadre d'un partenariat public-privé. Mamadou Kalisso et Alcini Camara pour le compte rendu.
La société Labmar épaule l'Institut national de santé publique. 2 analyseurs de biologie moléculaire, 2 analyseurs d'immunosérologie et un analyseur PCR portatif. Ces appareils ont une cadence de 96 échantillons à la fois. Cet apport s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et ces équipements pourraient rendre service à ma nation, à la population de mon pays. Pour que le diagnostic qui doit se faire à Dakar, à Abidjan, à Tunis, à Paris, que le même diagnostic se fait ici. Ces appareils apportent énormément d'appui à l'évaluation de la qualité des traitements administrés aux patients. Ces appareils sont indispensables dans la lutte contre le VIH-Sida. Je voudrais même dire qu'ils sont incontournables dans la lutte contre le VIH-Sida. Ça nous permet de contrôler le taux de CD4, ça nous permet de contrôler la charge virale. Ce sont 2 éléments qui nous permettent de savoir est-ce que le malade se porte bien. Selon le professeur Abdoulaye Touré, directeur général de l'Institut national de santé publique, la Guinée dispose des cadres compétents pour utiliser à bon escient les appareils. Et ce qui est sûr, ce sont des appareils qui sont des automates qui simplifient une partie du travail. Autrement dit, ça atténue un peu la charge de travail pour le personnel parce qu'une partie du travail est automatisée. Donc c'est vraiment ça aussi le côté important. Ces appareils ont été mis à la disposition du ministère de la Santé pendant la période critique de la pandémie de Covid-19. Les organisations du secteur de la pêche ont exposé cet après-midi leurs préoccupations à la nouvelle ministre des Pêches et de l'économie maritime. Face à une liste de plaidoyers, Charlotte Daffé et les pratiquantes pour une journée entièrement dédiée à des discussions sur le secteur de la pêche afin de mieux le diagnostiquer. Djibrilba Ibrahima Souma. Il est l'un des secteurs considérés importants pour l'économie du pays. Son apport pour la population est loin d'être effectif. Les pratiquants, notamment les pêcheurs artisans, dans leur grande majorité, n'en décolèrent pas. Laissés pour compte au profit des sociétés asiatiques de pêche, ils dénoncent un manque criard d'intrants pour exercer convenablement leur profession. Nous ne voulons plus de la pêche artisanale avancée. Si cela ne cesse pas, c'est l'anarchie. On nous vend que des frétins. Quand tu es en mer, tu as 1 milliard de dépenses, tu seras obligé de faire du n'importe quoi. J'ai toujours dit, même avec vous, que la pêche guinéenne est devenue prisonnière de la Chine. Ce qui se fait actuellement dans nos eaux, c'est de laisser aller. De la piscirisiculture en passant par la pêche continentale, la pêche industrielle, les représentants de ces corporations ont exposé à la nouvelle ministre les réalités d'un secteur qui ne sert que de fretin aux consommateurs guinéens. Il y a des efforts qui méritent d'être réalisés parce que les attentes des produits sont énormes. D'aider le pays, les nationaux à avoir leur flotte, il faut qu'il y ait une flotte nationale. Vous savez, quand on n'a pas de flotte nationale, on est obligé d'affréter les flottes ou bien de consigner les bateaux battant pavillon étranger. À la suite d'une longue explication des pratiquants de la pêche, il ressort que le secteur a besoin d'un profond diagnostic. Charlotte a peut-être compris, elle sollicite une journée de concertation entière. Dire tout de suite qu'on peut tout régler serait mentir. Et l'une des bases de tout partenariat, c'est la sincérité, la franchise. Donc, quand vous pouvez faire quelque chose jusqu'au bout, vous dites la vérité. Le potentiel halieutique exploitable est estimé entre 25 000 et 150 000 tonnes de poissons par an, composé de 4 grands groupes d'espèces, les poissons pélagiques ou de surface, les poissons déversaux ou de fond, les céphalopodes et les crevettes. Ce potentiel maritime est exploité par les pêcheurs artisans, dont la contribution est significative à la sécurité alimentaire des populations, à l'approvisionnement des unités de traitement des poissons et à la filière traditionnelle de transformation. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle était en tournée ce mercredi dans certains établissements de Conakry. Alpha Bakar Barry est venu s'enquérir des conditions de travail et d'apprentissage des étudiants. Bernard Kondono et Aboubakar Kekebangor ont suivi les pas du ministre. Suivez. Deuxième journée de la tournée du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle dans les centres de formation de Conakry. Du centre de formation professionnelle maritime en passant par l'école des chemins de fer, l'ENI de Kaloum, le CNPG et l'ANSAG, le constat est le même. Pas d'infrastructure, pas d'équipement adéquat pour la formation des apprenants. C'est le constat fait par le ministre. Nous avons visité des écoles historiques comme l'école des
l'école des chemins de fer qui existe depuis les années 40. Nous avons également visité d'autres écoles comme l'école maritime, qui est une école absolument essentielle pour le développement de nos activités en mer. On peut améliorer les choses à ce niveau-là. Quant au CNPG, il est dans un état inacceptable. Il est impératif de faire quelque chose. Le nouveau ministre a eu des échanges directs avec des apprenants. Pour l'amélioration de leurs conditions d'apprentissage, ces étudiants et encadreurs sollicitent le réaménagement et l'équipement des différents centres. On n'a pas d'infrastructure ici viable pour les élèves, pour les apprenants. Pas de bancs. Depuis 1945, les bancs qui existent jusqu'à présent, c'est ceux qui existent ici. Ils n'ont qu'à nous aider. La machine, l'ordinateur, ils n'ont qu'à nous aider. C'est un sentier naval. En réponse à ces doléances qui sont l'objet de cette visite, le ministre compte se retrouver avec son cabinet pour une réponse rapide. C'était une journée absolument instructive. Nous avons beaucoup appris. Nous allons retourner au cabinet maintenant pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le personnel, qu'est-ce qu'on peut faire avec les directeurs d'école pour pouvoir améliorer certaines choses que l'on peut. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle compte poursuivre cette tournée à l'intérieur du pays pour toucher du doigt les conditions d'apprentissage dans les écoles professionnelles. Et puis, les formations payantes dans les institutions d'enseignement public sont interdites. C'est l'annonce faite par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Une décision que le département motive par la pléthore des étudiants dans les universités publiques, d'institutions d'enseignement privé. Binko Madi Touré, le secrétaire général du ministère, est au micro d'Alcine Barry et Yacouba Traoré. Nous envoyons des étudiants à Farana, à Kankan, à Zérekouré, un peu partout à l'intérieur du pays. Ceux pour lesquels les parents ont l'argent ramènent les mêmes jeunes dans les universités de Conakry sous le label de formation payante. Et nos universités prennent ces formations payantes comme des activités génératrices de revenus. On ne dit pas le contraire, mais tant que ça ne force pas les statistiques, c'est une bonne chose. Mais au même moment, il vous souviendra aussi que le même gouvernement ou le même pays a autorisé la formation supérieure, mais privée. Donc l'enseignement supérieur privé existe. Pourquoi ne pas laisser les mécontents aller vers là-bas? Deuxièmement, c'est source de conflit pendant la répartition du revenu. Donc pour couper court à tout ça, nous avons mis fin. Et la troisième grande raison, c'est la pléthore constatée ça et là. Les Jeux universitaires démarrent le 11 décembre 2021. L'annonce a été faite par le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation. Pour cette année, les activités culturelles, artistiques, notamment expositions d'objets d'art, concours de théâtre et de comédie font partie de la compétition. À cela s'ajoutent le football, le basketball et l'athlétisme. L'objectif est d'intégrer le sport à milieu universitaire pour favoriser la santé des étudiants. Al-Sidi Bari, Yacouba Traoré. Après 2 ans d'absence pour des raisons de Covid-19, les Jeux universitaires reprennent à partir du 11 décembre 2021. Une compétition qui concerne tous les étudiants des universités et institutions d'enseignement supérieur publics et privés. Pour cette année, au-delà du football, le basketball et l'athlétisme, d'autres disciplines font leur entrée dans la compétition. Il s'agit du concours de karaoké, de la comédie, le théâtre et le slam. Nous envisageons de mettre en place une équipe universitaire de Guinée dans la plupart des catégories sportives, le basketball, le football, le handball, plus loin peut-être dans les concours, dans d'autres activités sportives, mais aussi, pourquoi pas, à la fin de ces activités culturelles, qu'il y ait des orchestres universitaires, mais aussi des groupes théâtrales dans nos différentes universités. La particularité, c'est surtout l'organisation des activités artistiques et culturelles au cours de cette année. Et surtout, quelque part, soyez rassurés que les dispositions idoines sont prises pour que, à travers ces activités, nous puissions davantage sensibiliser les couches que sont cette couche sensible que représente la jeunesse estudiantine à des pratiques plus saines, non seulement dans le milieu universitaire, mais aussi dans le respect, comme on l'a constaté, des mesures sanitaires définies par l'ANSS. Un esprit sain, dans un corps sain, c'est l'objectif que se fixe le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Désormais, le sport, l'art et la culture devraient faire partie de la formation. Le sport doit quitter la rue et venir dans les écoles. Depuis le primaire jusqu'à l'université, le sport doit être pratiqué, les arts de la même façon,
et un suivi devrait être fait. 12 villes, dont la capitale Conakry, sont les zones concernées par la compétition. Journée porte ouverte ce mercredi au stade Petit-Souris de Nongo dans la commune de Ratouma. Les membres de la fondation KPC pour l'humanitaire et le staff du Hafia FC ont visité les réalisations de cet édifice sportif. Vous allez le découvrir dans ce reportage. C'est une œuvre qui répond aux normes internationales en matière d'infrastructures sportives. Plus d'explications avec Aminata Massire Bangoura, Ibrahima Soli Kamara. Nous sommes au stade Petit-Souris de Nongo. Cette œuvre de l'entrepreneur Kelfala Personne Camara est dédiée au légendaire du Hafia Football Club. Cet édifice est composé entre autres de 2 tribunes couvertes et non couvertes, des salles VIP, 5 salles personnalisées, 6 vestiaires dont un pour le Hafia FC, une salle de gym, une infirmerie, 12 toilettes, un bloc administratif, un hôtel internat, composé également de 28 chambres avec une capacité d'accueil de 8000 personnes. Pour l'heure, 5400 sont disponibles. Un joyau qui répond donc à toutes les normes standards. C'est un stade qui est dans les normes, parce que les normes FIFA disent que la longueur c'est entre 100 et 110 et nous sommes à 105 en longueur. La largeur c'est entre 64 et 75, nous sommes à 68. Quand vous dites au poteau de but dont la longueur est 2,44 m, que c'est 2,46 m et qu'on vérifie que c'est 2,44 m effectivement, nous disons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tout le long de ce qu'on nous a reproché, on a revu le tout. Ce n'est pas le cas. Pour les collaborateurs de l'éponyme de ce stade, cette réalisation est un exploit. Nous sommes émerveillés par l'ampleur du travail et la beauté des infrastructures. Le président n'a oublié aucun aspect d'un stade moderne. Quand vous voyez ce stade, il est un stade assimilable à n'importe quel stade de l'Afrique qui peut en tout cas recevoir des matchs internationaux. La construction de cet édifice sportif est une nécessité capitale pour le club dirigé par KPC. De 2013 jusqu'à aujourd'hui, disons l'année passée où il a obtenu le terrain, disons que beaucoup de choses ont changé parce que le visage de ce club change fondamentalement. Nous amenons un signal. On n'en a pas besoin sur le plan local parce que nous sommes quand même le Hafia. Donc sur le plan international, nous amenons un signal. Construit par Guicopress BTP, une des filiales du groupe Guicopress, le stade Petit-Souris, bâti sur 2,5 hectares, répond au manque d'infrastructures adaptées au sport. Il sera bientôt opérationnel. La circulation a été fortement perturbée ce mercredi sur l'autoroute Fidel Castro, une situation qui s'explique par un accident grave dont a été victime un jeune conducteur de mototaxi après qu'un policier lui ait retiré la clé de son engin en pleine circulation. S'en est suivi la colère des taximens. Djene Bemba Koulibaly et Yacouba Traoré reviennent sur les circonstances de ce drame. Sur cette moto se trouvait un jeune conducteur de taxi qui a été heurté par ce gros porteur. Un accident qu'on aurait bien pu éviter. Sauf qu'une fois de plus, les policiers ont arraché la clé de la moto en pleine circulation. Après le choc, le jeune ne se relèvera pas. Il est transporté à l'hôpital. Sa vie est en péril. Le camion venait derrière nous. Maintenant, le motard voulait tourner. Le camion est venu. Il a ramassé le motard. Mais heureusement, le motard est parti à côté. Le camion est marché sur moto. Après, on est venu pour regarder le cas. Je me suis arrêté, j'ai dit, prenez pour envoyer à Donka. Les policiers ont dit non, il faut qu'on aille demander le chauffeur du camion. Après l'accident, l'une des policières aurait profité pour dérober l'argent et le téléphone de la victime. Face à la colère des conducteurs de moto qui ont barricadé les routes, les policiers ont quitté le carrefour Donka pour se réfugier au ministère de la Sécurité où se déroulait la passation de service. Mais le sac de motard, il y avait de l'argent dedans. Et puis le téléphone pour appeler ses parents. Il y a une dame policière qui a pris le sac. On ne sait pas où est la policière. Cette scène n'est pas la première dans la circulation où les usagers sont en permanence harcelés par les policiers.
Au-delà du laxisme des hommes en tenue, ils entretiennent les raquettes au quotidien. Ce que nous on veut qu'on va porter au ministère de colère pour que le président de la République va connaître ce qui se passe en Guinée ici. Les jeunes en colère se transportaient au ministère de la Sécurité pour porter leurs revendications. D'ailleurs, le nouveau directeur général de la police s'est rendu sur les lieux. Nous apprendons. Un reportage signé Guinée Bemba Koulibaly Yacouba Traoré. À présent, voici le grand angle. Dans le port artisanal de Kamsar, ils sont nombreux, ces habitants qui opèrent dans la pêche et la lutte contre la dépendance alimentaire. Ces pêcheurs peinent aujourd'hui à s'en sortir et pour cause, le problème de conservation et le manque d'accompagnement. Reportage Oumar Souri Kamara, Aïssatou Kesso Diallo, Salifou Lifo Sissé. Rien ne marche dans ce port. L'eau, le courant, la glace, rien ne marche. Sinon, nous pouvons ici seulement ravitailler tout le pays. Kamsar est une ville cosmopolite dont l'activité principale exercée par la majorité de la population est la pêche. C'est pourquoi beaucoup l'appellent le petit village des pêcheurs. Mais depuis l'installation des sociétés concurrentes de pêche, les autochtones font face à d'énormes difficultés. Pêche artisanale. Et nous avons soutenu des pêche artisanale avant. L'État n'a pas accepté de nous aider. C'est la cause de la venue de tous ces représentants de l'État au port. Pour aller en mer, nous prenons à crédit, mais chaque fois, c'est des tortures à cause du délai de non-respect du paiement. Il y a beaucoup de pêches artisanales avancées qui nous fatiguent. Zone réservée dans Nabira. Pêche artisanale avancée, donc, nous profitons des produits arrangés. Ces pêcheurs artisans travaillent encore avec des moyens traditionnels. L'arrivée massive des bateaux de pêche sur les côtes maritimes de Kamsar a donné un coup de massier à leur activité, une pratique qu'ils dénoncent sans cesse. Nous avons commencé de mener des démarches auprès des autorités afin d'aider les pêcheurs de Kamsar. Même si nous allons payer, ils n'ont qu'à nous aider à avoir des matériels de pêche. Nous n'avons pas de filets, moteurs. Il y a plein de pêcheurs qui chôment par manque de barques motorisées. Avec leurs barques motorisées et en raison de la forte présence des bateaux, ces pêcheurs sont contraints de naviguer pendant plusieurs heures et au-delà des limites côtières pour pêcher. Vous avez vu ces bateaux, ce sont eux nos problèmes ici à Kamsar Port. Ils tuent les gens, détruisent nos filets, cela ralentit toutes nos activités. Ils ne font que pêcher les petits poissons. La conservation des produits halieutiques est aussi un problème auquel les pêcheurs sont confrontés. Il n'y a pas de glace à Kamsar, s'alarmant les vendeuses de poissons. Elles demandent aux autorités de leur venir en aide pour ne pas être contraintes d'abandonner leur activité. Ce qui nous fatigue au port, c'est le manque de glace. On achète les poissons. Il n'y a pas où les conserver. Le problème de courant nous fatigue beaucoup. Aujourd'hui, j'ai perdu plus de 20 millions. Lutter contre l'insuffisance alimentaire dans la commune rurale de Kamsar est l'objectif que s'est fixé les pêcheurs de cette localité où la pêche reste l'activité principale. Nous exportons ces poissons à travers tout le pays. Ceux qui sont à l'Occident nous font aussi des commandes.
Et c'est ici que nous les cessons avant de les emballer. Malgré la mise en place des fonds FODEL et ANAFIC par le gouvernement afin d'amorcer le développement des collectivités minières, les communautés de Kamsar, Port-Néné et ses environs continuent de tirer le diable par la queue. Ce journal a été coordonné par Mahmoud Saliouba. Il a été dirigé à la régie par Aboubakar Foutissouma et Salimo Fofana. Merci de votre aimable attention. À présent, je vous laisse en compagnie du public reportage sur Vivo Énergie qui vient de mettre de nouveaux produits sur le marché. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. La technologie Dynaflex est le nom de la dernière génération de formulation avancée pour les nouveaux carburants Shell Fuel Save Super et Fuel Save Diesel. Shell fait constamment évoluer ses produits de carburant pour s'adapter à la fois aux innovations de moteurs modernes et aux technologies de moteurs plus traditionnelles. Il représente ce qu'il y a de meilleur sur le marché aujourd'hui. Ils sont conçus pour une meilleure efficacité de vos moteurs et nous sommes fiers de les mettre à la disposition de nos clients qui sont, vous le savez, au cœur de tout ce que nous faisons ici en Guinée. Cette dernière formulation, désormais disponible dans toutes les stations-service Shell en Guinée, est, selon le directeur général de Vivo Énergie Guinée, le résultat d'une recherche intensive, d'un développement et de tests approfondis sur une période de plus de 10 ans, menée par l'équipe internationale de scientifiques des carburants Shell. Shell fait constamment évoluer ses carburants en fonction des innovations technologiques qui interviennent dans la conception et la construction des moteurs. Ces besoins d'évolution sont exprimés par les clients. Plus loin ensemble est le thème choisi pour cette année. Selon la chargée de communication de Vivo Énergie Guinée, cette démarche consiste à mettre à disposition des clients des produits de qualité et plus avancés. Cela pour une meilleure efficacité des moteurs de leur engin. Il y a les dépôts dans les moteurs et il y a les frottements des pièces. Donc grâce à des pouvoirs détergents et des pouvoirs anti-frottement, on arrive à améliorer l'efficacité du moteur. La société compte environ 2700 employés et dispose de plus d'1 million de mètres cubes de capacité de stockage de carburant et possède également une co-entreprise Shell and Vivo Lubricants BV qui approvisionne, mélange, conditionne et fournit les lubrifiants de marque Shell.